Bonjour, bienvenue dans votre émission Sciences et civilisations Ilm wa Hadara. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de faire avec vous un voyage, le voyage de la physique vers les éléments élémentaires avec le Oustad Si Abdeslam Houmada. Bonjour. Bonjour. Grand plaisir de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes physicien, donc on va parler de physique aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail de votre recherche, peut-être un parcours avec vous pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux. C'est Abdeslam Houmada. Vous êtes professeur à l'université Hassan II de Casablanca, professeur émérite, membre de l'Académie des sciences et des techniques. Mais avant d'arriver à cette situation, vous êtes né quelque part au Maroc. Où ça? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis né à Taza. D'accord. Donc mes études primaires, secondaires à Taza. Baccalauréat en 1975 au lycée Ibn Yasmine. Après, donc, j'ai intégré la faculté des sciences. À l'époque, cette faculté jouissait d'une excellente réputation. À Taza? Non, ici à Rabat. À Rabat, d'accord. C'était la seule université marocaine. Ah ben oui, au à Maroc, l'époque, oui, c'est vrai. et la seule faculté des sciences. Donc, et à Taza, j'ai eu des professeurs, surtout un couple de professeurs qui avaient vraiment un amour pour la physique. Et ils nous ont fait aimer la physique. C'est souvent des rencontres, Voilà. c'est souvent des rencontres qui expliquent les motivations, parce que je pose souvent à mes invités la question de la motivation, Ouais. et c'est souvent des rencontres, des déclics qui viennent Ouais. par la rencontre avec des enseignants, en général des enseignants, parfois des membres de la famille qui sont eux-mêmes très instruits, mais là, c'est effectivement les enseignants. Un couple, tous les deux physiciens? Les deux physiciens, monsieur et madame Borsato, je me rappelle très bien. Donc, on sentait que c'était des professeurs qui n'étaient pas là uniquement pour un salaire, mais pour une vocation, pour la science. Donc, ils nous ont fait aimer la physique. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lire les bouquins, les revues, tout ce qui me tombait sous la main. Je le lisais. Et je me rappelle à l'époque, c'était en première. Je suis tombé sur une Science et Vie, la revue Science et Vie de Oui. 1956, qui parlait de neutrinos. Déjà. Donc, déjà. Et donc, par la suite, j'ai travaillé et je continue à travailler encore sur cette C'est incroyable. particule. Mais oui, finalement, par rapport à ce que vous dites de ce couple d'enseignants que vous avez eu à Taza, cet âge entre 15 et 20 ans est déterminant parce que ça peut parfois orienter complètement l'existence. On a tellement une belle disposition mentale à ce moment-là, une disponibilité mentale. Oui, c'est l'âge de l'adolescence où on cherche sa voie. Donc, une des missions du système éducatif, c'est de donner la possibilité à un élève ou à un étudiant d'avoir son parcours, de tracer son parcours pédagogique, son parcours universitaire et son parcours de vie en fait, son avenir. Donc ce passage au niveau du lycée et cette rencontre avec des enseignants qui nous ont fait aimer la science, au niveau de l'université aussi, quand je me suis inscrit à la faculté des sciences à l'époque, on pouvait s'inscrire dans n'importe quelle agronomie, la médecine, etc. Mais vous étiez déjà déterminé pour la physique. Déterminé pour la Ça, c'est physique. rare parce Ouais, que souvent, c'est à l'université qu'on trouve sa voie, Ouais. mais vous, c'était déjà prédéterminé. Donc à l'université, j'ai trouvé vraiment au niveau de la faculté des sciences des enseignants d'une très très grande qualité, donc qui m'ont encore renforcé cette idée que je devrais continuer en physique et en sciences en général, pas le côté uniquement technologique, mais en sciences physiques, parce que l'être humain a toujours essayé de comprendre son environnement.
son d'où univers, on vient, voilà. d'où on vient, où on Exactement, va, oui. comment... Ce sont des questions qu'effectivement commencent dès l'enfance. Exactement. Et c'est cet amour pour la physique qui a fait que, en 79, quand j'ai eu ma licence, je suis parti en France, à Grenoble, Oui. où j'ai pu avoir un doctorat troisième cycle et un doctorat d'État en 85 sur des sujets principalement concernant la matière, la physique des hautes Alors énergies. précisément, peut-être c'est le moment de donner l'intitulé de votre thèse, même s'il est un peu technique, mais on va essayer de l'expliciter. Alors en 82, donc, quand j'ai soutenu ma thèse troisième cycle, c'était sur la physique des neutrinos. La physique des neutrinos. Et une partie sur les actions qui est considérée comme de la matière noire qui nous manque actuellement, que les physiciens cherchent. Alors si je dois parler de la physique des neutrinos, les neutrinos c'est une particule aussi abondante que les particules de lumière qui nous entourent. C'est-à-dire que rien que le Soleil, chaque centimètre carré, il reçoit 100 milliards de ces particules par seconde. Donc si je prends mon angle ici, ça fait à peu près 1 centimètre carré, chaque seconde il est traversé par 100 milliards. C'est fascinant. Or cette particule interagit très faiblement avec la matière. C'est que pour arrêter un neutrino, il faut une épaisseur de ferraille qui fait la distance Terre-Soleil. Mais de temps en temps, il y a une petite interaction. Donc, et j'ai travaillé sur ces sujets de 79 jusqu'en 85. Et après, je continuais ici au Maroc. Après, vous êtes revenu, après votre thèse à Grenoble, vous êtes revenu enseigner dans l'université qui vous a formé. Oui, voilà. Donc, j'avais déjà commencé mes enseignements en tant que maître assistant à Grenoble, Chambéry et ainsi. Donc, j'ai enseigné la physique, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Et je suis rentré en 85 où j'ai intégré l'université Hassan II à Ain Chouk. À l'époque, maintenant, c'est l'université Hassan II de Casablanca. Et donc, j'ai démarré mes enseignements. À l'époque, il n'y avait pas de laboratoire. Les structures de laboratoire, c'était les enseignants qui formaient un laboratoire, constituaient un laboratoire, mais il n'y avait pas une reconnaissance vraiment à l'échelle, que ce soit du ministère, l'université, malgré tous les efforts qu'elle faisait, on n'avait pas un budget recherche. Donc, je sais que vous avez mené, justement, j'allais vous poser la question, vous avez mené un travail administratif remarquable pour accréditer des laboratoires au Maroc. Voilà, donc à l'époque, jusqu'en 98, on avait constitué des laboratoires avec des groupes de collègues. Et à partir de 98, avec le secrétariat d'État à la recherche, le ministère de l'enseignement supérieur, il y a eu la loi 01, la structuration de la recherche. Et ça y est, donc on commence à avoir une reconnaissance de ces structures au sein de l'université, un budget, une accréditation autour d'une thématique de recherche, dont la majorité des cas était liée à un besoin national, donc que ce soit l'eau, l'énergie, le développement technologique, etc. Donc, et cette accréditation, il se basait, comme je disais, sur la thématique, sur les possibilités de formation de jeunes à travers les certificats d'études avancées, l'équivalent des DEA, les DESA qu'on a eu, et actuellement c'est les masters. Donc la réforme... Elle a pris du temps quand même, cette réforme, pour mettre en place véritablement la structuration des laboratoires dans votre domaine de la physique. Elle a pris un peu de temps parce que la recherche, c'est un domaine collaboratif. Oui. Ce n'est pas un domaine de compétition. Oui. Et on n'a pas, beaucoup de nos collègues n'ont pas cette notion ou ces idées de collaborer, former une équipe, travailler en équipe pour
avancer. Donc on s'est habitué à chacun dans son petit coin, le crayon, la feuille et la gomme, mais on n'avance pas. On n'avance pas avec, certes il en faut toujours, mais la recherche proprement dite, elle se fait avec pas une compétition, mais des collaborations nationales et internationales, Et oui, qui est une gage de qualité. c'est cela, bien sûr. Une bien recherche, c'est un partage de savoir, c'est une production de savoir, et pour faire avancer la science et pour aider l'humanité à résoudre les problèmes en passant toujours par ses propres problèmes. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais précisément, vous, dans votre propre parcours, vous avez eu plusieurs collaborations importantes. Vous avez eu la collaboration avec le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Et vous avez, alors on vient maintenant peut-être encore à la technicité de votre recherche, vous avez contribué par des expériences que vous allez nous décrire, dites expérience Atlas, oui. en juillet 2012, à la coordination entre la modélisation, le fait de construire des modèles, et le fait expérimental de voir, ça doit être le bonheur d'un chercheur, de voir ces modèles mis en pratique. Alors, vous pouvez nous en dire un mot? Exactement, donc à partir de 1990, nous avons eu donc un encouragement de la part de nos responsables pour intégrer les travaux du CERN. Donc le Centre européen de recherche nucléaire, il a été fondé en 1956. L'Europe scientifique a été construite avant l'Europe économique. Et en 1956, l'inauguration, le directeur général du CERN, Weizsäcker, quand il a ouvert la porte pour l'inauguration, il a dit « Toute personne qui entre dans ce site doit laisser sa nationalité à l'extérieur ». Donc cette collaboration Atlas au CERN, c'est la construction d'un grand détecteur jamais construit par l'homme. C'est 56 mètres de long sur 28 mètres de hauteur. C'est un cylindre forme d'oignon. Donc chaque couche a une mission donnée pour détecter la nature de la matière. C'est la collision de deux protons à 13 TeV centre de masse, et qui nous donne des produits qu'on va regarder. Pourquoi on a fait ça? Le modèle qui décrit la matière, qu'on appelle actuellement, et même avant, le modèle standard, élaboré par Weinberg, Glashow et Abdus-Salam, le prix Nobel pakistanais de 1979 avec Weinberg et Glashow, il décrivait l'évolution de la matière, comment la matière est apparue dans l'univers après le Big Bang, après cette explosion primordiale. Alors la matière, toute la matière de l'univers, on peut la reconstruire à partir de 17 éléments. 12 éléments de matière, 4 qui représentent les forces, c'est des médiateurs, des interactions faibles, gravitationnelles, électromagnétiques. Mais il nous manquait une brique qui était comment la masse est apparue, comment ces particules au départ de l'univers avaient toute une masse nulle. Et en 1964, Peter Higgs et deux autres physiciens ont donné un mécanisme qui donnait cette masse au boson intermédiaire, mais à la matière. Il donnait une masse. C'est ce qu'on appelait le boson de Higgs. Le boson de Higgs. Hi2gs. Voilà, donc physicien écossais. Alors c'est quoi? Comment maintenant? C'est quoi cette masse qui arrive
aux éléments fondamentaux de la matière. Voilà, C'est de ça la qui est matière. incroyable. Comment On arrive, finalement, on a repéré les éléments fondamentaux de la matière avant de leur attribuer une masse. une masse avant de leur attribuer. C'est-à-dire que ce modèle, il nous donnait des masses nulles, il fallait leur donner. Imaginez un poisson dans l'eau. Selon le poids de ce poisson, Oui. il va soit avancer rapidement, soit. Et c'est exactement, ou bien quelqu'un qui marche dans la neige. Oui. Selon son poids, il Oui. va soit ralenti, soit il Tout va à fait. aller. Et c'est un petit peu ça. Donc l'univers baigne dans un champ, Électromagnétique. et un champ de Higgs. Et Il un y a champ le de champ Higgs. électromagnétique, donc on ne le sent pas, on n'est pas de partout où il y a ce champ. Oui. Alors il y a le champ de Higgs aussi. Qui vient se superposer. Oui, oui, c'est comme on est dans une mélasse. D'accord. et selon donc, la masse que j'ai ou bien mon poids, Oui. soit je vais aller doucement parce que je pèse trop lourd, soit si je n'ai pas de masse, je traverse à la vitesse de la lumière. Je Oui. ne vais pas sentir cette interaction avec ce champ de Higgs. Alors la physique nous dit à chaque champ, il y a une particule Oui. correspondante. Au champ électromagnétique, il y a le photon. Oui. Au champ de Higgs, il y a le boson de Higgs. Le boson de Higgs. Alors maintenant, comment le matérialiser? Ça, Il faut que je- Donc, c'est là où on passe à l'expérience. Parce que C'est là jusqu'à où- présent, on est dans la modélisation. Voilà. La modélisation, permettez-moi, pour voir si j'ai bien compris, la modélisation, c'est essayer de résoudre le problème de la matière fondamentale qui doit avoir une masse. Voilà. Et donc, voilà. on construit le mécanisme de la masse attribuée à la matière fondamentale. Et en construisant cela, ça reste une construction, ce qu'on appelle un modèle. Ah, Et après, on essaye de exactement. passer aux expériences. Et c'est là où vous intervenez. Voilà, et cette expérience, d'abord, il y a l'accélérateur qui fait 27 km de circonférence Donc, toujours à Genève. à le Genève. Donc, et l'expérience Atlas, c'est autour de 42 pays, Oui, une soixantaine de nationalités, dont le Maroc, qui a été le premier pays arabe et africain à intégrer cette collaboration. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet accélérateur? On reproduit les conditions de l'univers quand il avait un âge du 1/100e du milliardième de la seconde. le Big Bang. Ah, tout de suite, Juste après. juste après le Big Bang. Mais 10 puissance moins 11 secondes en physique, c'est vraiment un temps très long. C'est une éternité parce que tout ce qui s'est passé avant, il y a une partie qu'on appelle la traversée du désert où nous n'avons pas encore quelque chose qui l'a décrit. L'extrême densité infinie Voilà, de la donc, matière. où on a à une certaine époque, on va avoir que de l'énergie. Que de l'énergie. Pas oui. de matière, et c'est après, donc on va, avec le refroidissement, l'expansion de l'univers fait que la température baisse et on commence à avoir donc des découplages par rapport aux interactions et l'apparition de la matière petit Alors, à petit. excusez-moi, je vous ai interrompu. Restons à 10 puissance moins 11 secondes. Voilà, donc c'est là où l'interaction électrofaible, c'est-à-dire que ce modèle Weinberg, Salam et Glashow intervient et il décrit d'une manière parfaite toute cette évolution de cette fraction de seconde jusqu'à aujourd'hui. Mais il reste encore des Donc, ils ont eu le prix Nobel Ouais. en 79. vous m'avez dit. 79, Voilà. donc exactement. En plein moment de vos études. Exactement, je commençais à peine le DEA en 79, Ah oui, donc diplôme d'études approfondies. Ah oui. diplôme des études. C'est magnifique d'être contemporain de telles recherches, Ouais, de telles découvertes. voilà, donc et le Maroc, heureusement que nous avons eu des responsables qui ont compris l'enjeu et l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Oui, donc vous après, êtes membre, oui. Voilà, donc après 2006, donc où elle a été installée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde, a tout de suite compris que là, il a appuyé, il a soutenu, il a même donné des bourses à des étudiants
poursuivre. Et ces étudiants actuellement, ils sont vraiment parmi les meilleurs professeurs au niveau des universités marocaines. Donc cet appui et ce soutien, au lieu de travailler sous le parapluie d'un laboratoire étranger, Oui. nous avons signé, le Maroc a signé en 2012 la découverte de cette brique manquante Ah oui. pour décrire comment la matière est apparue dans l'univers et quelle est l'évolution de cet univers. Mais, on va dire, c'est de la physique fondamentale, etc. Mais la physique fondamentale, c'est la base de toute la technologie qui va suivre. Mais oui, ben, les applications alors ce que vous appelez la cryogénie, vous allez Ouais, préciser, voilà. en informatique, en microélectronique. C'est quoi la cryogénie? Alors, la cryogénie, l'accélérateur, je vous donne un exemple très simple. L'accélérateur, le LHC, le Large Hadron Collider, le grand collisionneur de hadrons, c'est l'endroit le plus froid de l'univers. C'est que ce tunnel de 27 km de circonférence, à l'intérieur, on est à 2,7, disons à peu près 3 degrés à moins 260 degrés Celsius. Ouf. Donc 3 degrés Kelvin, moins 260, c'est refroidir l'hélium et maintenir un dispositif expérimental de 27 km Sous cette température. 24 heures sur 24, ça Mhm. demande le développement d'une technologie énorme. Donc, et là-dedans, nous avons quelques... Alors c'est là la cryogénie, c'est c'est le refroidissement. Le refroidissement, donc descendre à des températures. Le développement aussi des détecteurs. On ne peut pas faire, par exemple, du PET scan, Oui, les Aujourd'hui. scanners Oui, médicaux. médicaux pour le... Si tout on le a monde sait ce que c'est qu'un scanner, mais on ne sait pas qu'il y a derrière toute cette Toute une physique physique. fondamentale. le développement des détecteurs, chambre à fil, etc., Charpak, le prix Nobel de physique, tous ces développements de détecteurs qui étaient pour la physique fondamentale, parce que c'est une physique, on travaille à la frontière de la connaissance et de la technologie. C'est cela. Quand je veux détecter quelque chose, je ne vais pas commander un appareil où j'allume, j'éteins. On construit nos propres à partir de la modélisation. C'est cela. La toujours. modélisation part des fondements scientifiques, physiques, des concepts, et c'est que l'expérience est modélisée sur ordinateur avant de passer le prototype, les tests, etc. Et on corrige et à chaque fois... Et c'est là où on voit qu'il est très souvent absurde de diviser entre théorie et pratique, entre fondamental et appliqué. Tout cela va complètement de pair. Et les gens, malheureusement, parfois disent « Ah non, mais il faut passer à la pratique. Ah, mais il faut passer à l'expérience. Ah, mais ce n'est que de la théorie. » Mais ils ne se rendent pas compte que les deux fonctionnent complètement de manière complémentaire. Exactement. L'appliqué donne la problématique au fondamental, le fondamental donne la voie à suivre pour l'appliquer et c'est un cercle vertueux. Tout à fait. Où, donc, et l'innovation va avec. Donc je disais tout Cryogénie, informatique, électronique et microélectronique. La microélectronique. Et nous avons, grâce à cette collaboration Atlas par exemple, des composants de microélectronique pour le CERN sont fabriqués au Maroc actuellement. Magnifique. Grâce à cette collaboration, donc c'est Masser, le laboratoire Oui. Masser, donc et là aussi un des apports de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, c'est la création de ce centre Oui. de recherche-développement en parfaite connexion avec la théorie. Est-ce que c'est là que l'on peut évoquer les accords entre le Maroc et la Suède? La Suède, donc... On arrive au terme de l'émission, il faut ouais, qu'on aille d'accord. vite. Ouais, donc, La Suède intervient comment? Donc nous, on avait constitué un groupement de recherche international Oui. qui s'est développé pour devenir un laboratoire international associé où il y avait le CERN, la Suède et la France. D'accord. Donc avec plusieurs universités, on était presque une cinquantaine d'institutions. C'est un laboratoire sans mur, mais on travaille tout le temps à travers le web, Oui. donc développé par le CERN encore. Et donc la Suède, quand on a intégré l'expérience Atlas en 1995, il nous a offert
un matériel de microélectronique qui nous a permis de fabriquer une partie de ce détecteur Atlas ici au Maroc, qu'on a transféré après en Suisse, qu'on a installé en 2004. Magnifique. Et qui a fonctionné. Ça revient à ce que vous disiez sur la collaboration qui est par laquelle se fait la recherche. Dernier point avant la fin de l'émission, vous êtes aussi engagé pour une recherche avec le Middle East, le Moyen-Orient, à travers un acronyme Sésame. C'est quoi Sésame? Sésame, c'est l'acronyme de source de lumière pour le Moyen-Orient. Source de lumière pour le Moyen-Orient, oui. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, quand vous prenez un microscope électronique, oui. C'est un appareil, mais qui va travailler sur une dimension bien fixe, un intervalle. Mais par contre, quand vous travaillez sur un accélérateur d'électrons qui va donner un rayonnement, on a une plage beaucoup plus large et je peux régler si je veux regarder un cristal, si je veux regarder une protéine, si je veux regarder. Donc il est réglable. Mais par contre, un microscope électronique, il est ce qu'il est. Donc il ne travaille que sur des dimensions. Une portion déterminée. Une portion déterminée. Donc et à peu près la norme, tous les 45 millions d'habitants, nous avons un accélérateur de type source de lumière. Et il se trouve que le Moyen-Orient n'en avait pas. Et l'Allemagne avait offert à travers l'UNESCO un accélérateur. Et en 1999, donc j'ai été nommé par l'UNESCO comme expert scientifique pour travailler à la mise en place de cet accélérateur. Dans quel pays du Moyen-Orient? En Jordanie. En Jordanie. Alors cet accélérateur, il est financé et organisé et les scientifiques qui travaillent dessus viennent d'Iran, d'Israël, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, de Palestine, des Émirats arabes unis. Donc c'est une collaboration scientifique indépendante de tout ce qui est politique, etc. Et ce travail, la science pour la paix, oui. Et Sésame, elle en est le meilleur exemple. Ça, c'est véritablement magnifique. C'est aussi pour tous ces travaux auxquels vous avez collaboré que vous avez eu un prix, le prix ICESCO, le prix Ramal, en 2012. C'est quoi le prix Ramal? Vous pouvez préciser? Alors le prix ICESCO, donc c'est un appel à candidature. Donc à l'université, il avait proposé mon dossier donc à travers les 57 État islamique, donc j'ai eu ce prix en 2012. Alors le prix Ramal, c'est un physicien franco-libanais qui était prof à Grenoble et c'est un très très grand physicien. Donc malheureusement il est décédé dans son laboratoire sur son bureau. Oh. Donc crise cardiaque et vraiment il était au CNRS de Grenoble, c'était pratiquement le patron scientifique. Donc l'Académie des sciences européennes, le CNRS France, ils ont donné ce prix annuellement, ils le donnent. Et donc j'ai eu l'honneur de l'avoir en 2014, que j'ai reçu à Copenhague au Danemark. Magnifique. Donc c'est à la mémoire de ce grand physicien. Merci beaucoup Si Abdeslam Houmada pour votre passage dans cette émission. C'était véritablement extraordinaire de refaire avec vous l'univers en si peu de temps, si je puis dire. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine session, Inch'Allah, de votre émission Science et civilisation, Ilm wa Hadara. Nous étions aujourd'hui avec le professeur Abdeslam Houmada. Shukran Sidi. C'est à moi de vous remercier. Merci Sidi. Espérons se revoir une autre fois. Volontiers, volontiers. Merci beaucoup. Merci.